Bonjour. La dernière fois, on a parlé de refroidissement. On a vu comment ça fonctionnait, le processus Joule Thomson. On a vu un processus qui, si on tenait compte des interactions entre les particules, on pouvait imaginer qu'il y avait moyen de refroidir les gaz en les faisant aller dans des constrictions. Hein? Et puis, c'est fait en pratique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, alors, je vais terminer rapidement le chapitre 5 en vous parlant des conséquences de la troisième loi, encore une fois, mais en utilisant les relations de Maxwell. Et puis, je vais ensuite réintroduire le nombre de particules, d'accord? Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours fonctionné à nombre de particules fixes. Donc là, ça va être intéressant de voir comment est-ce que le nombre de particules intervient quand on en tient compte. Et puis, intuitivement, finalement, on s'attend à ce que ce soit la densité ou quelque chose comme ça qui soit important, d'accord? Donc, c'est pour ça que, finalement, le nombre de particules, on a pu le laisser de côté. Ça va nous permettre d'introduire des nouveaux potentiels thermodynamiques qui vont nous être très, très utiles par la suite. Dans le chapitre 6, qu'on va commencer aujourd'hui, qui va nous donner toute une série de moyens de calcul qu'on va utiliser au chapitre 7 pour faire plein d'exemples intéressants de calcul de physique statistique qui vont nous permettre d'expliquer des expériences. D'accord? Donc, ça, c'est le plan. Il reste juste 3 semaines. En gros, c'est ça. Donc, j'espère finir le chapitre 6 au début de la semaine prochaine ou plus tard à la fin de la semaine prochaine, mais bon. Donc, troisième loi. Donc, on a vu que la capacité calorifique devait s'annuler à température nulle parce que l'entropie à une température T est donnée par l'intégrale de 0 à T. Donc, j'ai utilisé le fait que l'entropie était 0 à T égale 0 de CV, capacité calorifique de T sur T dt. Mais il y a une autre façon de prouver ça. Donc, une autre façon de prouver ça, c'est d'utiliser ce qu'on a appris sur l'énergie libre. Vous voyez, on peut écrire que l'entropie S, c'est égal à E moins F sur T. Hein? Pourquoi? Bien parce que F est égal à E moins TS. Donc, si je prends la limite de la température égale à 0 de S, bien, vous voyez que j'ai des problèmes parce que je divise par la température ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on... Vous voyez, mais ici, j'ai E moins TS. Donc, ça aussi, ça se pourrait que ça aille vers 0. Donc, j'ai comme 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je pense que Jérôme, tu essaies de répondre peut-être, puis ton micro n'est pas ouvert. Non, j'étais juste pas sûr, mais je pensais peut-être la loi de l'hôpital. Oui, exactement. Donc, allons-y. Je vais faire la dérivée de E, dérivée du numérateur, donc dérivée de E par rapport à T à volume constant, moins la dérivée de F par rapport à T à volume constant, puis au dénominateur, je vais avoir 1. Mais l'entropie, hein, vous vous souvenez qu'on a dF est égal à moins S dt moins VdP. Donc, S moins S, S, c'est égal à moins dF dt. À volume constant. Donc là, j'ai juste utilisé cette expression-là pour S, je l'ai mise ici. Donc, vous voyez, pour que ces deux trucs-là soient égaux, donc ça, c'est la limite tend vers 0 de tout ça, évidemment. Donc, pour que ce membre-là soit égal à celui-là, il faut que la limite t tend vers 0 de dE dt à volume constant,
que ce soit égal, qui est égal à la capacité calorifique à volume constant, que ce soit égal à 0. D'accord? Une autre façon de prouver ça. Maintenant, en tirant profit des relations de Maxwell, il y a toutes sortes d'autres quantités dont le comportement à température nulle est fixé. Je vais juste prendre un exemple, d'accord? Donc, la limite T tend vers 0 de ds dp, l'arrivée de l'entropie à pression constante, par rapport à P, pardon, à T constant. Il y a une relation de Maxwell pour ça, parce que vous voyez, c'est S avec T gardé constant, dérivé par rapport à P de l'autre bord. Donc ça, c'est égal à quoi? Quelle relation de Maxwell je vais écrire ici? Ce serait D. Faut pas que je me trompe là. dp dv sur dt à S constant. Oui, vous voyez, il faut que ça fasse PV ST. Donc, c'est bien exactement ça. À P constant. Là, il y a le signe qu'on ne sait pas, mais en fait, comme ça, c'est extensif, ça, c'est intensif. On sait qu'il y a un signe moins. Bon, maintenant, ds dp, lorsque t tend vers 0, c'est quoi? Ça vaut quoi cette dérivée-là? Vous voyez, une formulation de la troisième loi, c'était que l'entropie, lorsque t tend vers 0, est indépendante des paramètres externes. Puis en général, elle est égale à 0. Donc, indépendant des paramètres externes, ça veut justement dire que ds dp à t constant est égal à 0. Je répète, d'accord? L'entropie à température nulle est indépendante des paramètres externes, donc ça, c'est égal à 0. Mais ça, dv dt à P constant, c'est la compressibilité. Hein? On a défini la compressibilité comme dv dt à P constant. Ça, c'était la compressibilité. Donc, on vient de prouver que la limite t tend vers 0 de ça, c'est égal à 0. Mais si vous vous souvenez, on a montré la relation de Robert-Mayer qui est que Cp est égal à Cv plus Tv alpha carré sur kappa T, qui est kappa étant la compressibilité. Donc, ça veut dire que la limite T tend vers 0 de la capacité calorifique à pression constante, c'est égal à 0, ça aussi. Okay, donc, non seulement la capacité calorifique à volume constant est égale à 0, mais celle à pression constante est égale à 0. Toutes les capacités calorifiques doivent être égales à 0 dans la limite T tend vers 0. Il y a moyen de faire une preuve qui ressemble à celle-là en utilisant d'autres potentiels thermodynamiques, mais ça, c'est une façon de le voir. Donc, vous voyez, on peut s'amuser longtemps avec ce genre de choses-là. Mais bon, ça, c'est un des trucs importants. Donc, en théorie, il y a beaucoup des calculs qu'on fait proche de t égale 0 qui, justement, suppose qu'on calcule la capacité calorifique à volume constant, mais c'est parce que, en fait, vous voyez, alpha va tendre vers 0. Donc, les deux capacités calorifiques deviennent de plus en plus semblables à mesure qu'on descend la température. Donc, vous voyez, grâce aux relations de Maxwell, on prouve que, finalement, d'autres quantités auxquelles on ne s'attendait pas, par exemple, le coefficient de dilatation thermique est égal à 0. Voilà, donc ça conclut cette section-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou sur le cours précédent? J'ai oublié de le demander. C'est bon? OK. Donc là, maintenant, on va remettre le nombre de particules. Alors, on va remettre n, puis on va regarder
les conséquences de ça. Donc, la section 7 du chapitre 6 est consacrée à ça. Nombre de particules. Je vais écrire PTL. En tout cas, particules. On va raccourcir ça, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, la section 1, c'est sur l'entropie. Bon, je vais sauter cette partie-là. On va faire la partie 2, qui est les relations de Gibbs-Duhem. Donc, d'abord, on va se rappeler quelque chose de très important qui va revenir là. Vous vous souvenez quand on a mis des boîtes en contact au début, puis qu'on a cherché à maximiser la probabilité, maximiser l'entropie, en fait, c'était la même chose. On a vu qu'il fallait que D log oméga dE à volume et nombre de particules constants soit égal à 1 sur KBT. Puis là, ensuite, quand on a laissé varier le volume, on a trouvé la pression, mais aussi on a montré que D log oméga dN, donc à énergie et volume constant, on a appelé ça moins mu sur KBT. Donc ça veut dire que si j'écris DS, parce qu'on se souvient que S, c'est juste KB fois le log ici, DS, c'est égal à DE sur T, d'accord? Parce que vous voyez, DS, DE, c'est 1 sur KBT. Ensuite, on a plus P sur TDV. Puis, on a aussi ça ici, moins mu sur T dN. OK? Donc, très, très important, on va revenir là-dessus. On retourne au chapitre 2 finalement. OK. Donc ça, je peux réécrire ça autrement. Je peux réécrire ça comme DE est égal à T ds moins P dV plus mu dN. D'accord? Donc, tous les potentiels thermodynamiques vont avoir le plus mu dN. Donc, en particulier, par exemple, dG qui est égal à moins S dt. Vous voyez, on a fait une transformation de Legendre ici. Donc, S et T ont changé de rôle, puis un sigma. Ici aussi, il y a une transformation de Legendre là-dessus parce que G, ça dépend de la pression. Donc, on a changé, il y a un signe moins. Puis, il y a le mu dN qui est là, plus mu dN. Donc, maintenant, G, c'est une fonction de la pression, de la température et puis du nombre de particules. Ouais, moi, j'ai juste une petite question. Je comprends pas trop comment on passe de DF à DG, de la première ligne à la deuxième ligne. DE à DG? Ouais, DE à DG. Oui. On a défini G comme étant égal à E moins TS plus PV. Donc, DG
est égal à DE moins T ds moins S dt plus V dP moins P dV, d'accord? Parce que quand on a la dérivée d'un produit, la différentielle d'un produit, il faut la définir comme ça. Et puis, ensuite, j'ai juste utilisé l'expression pour DE qui est ici. Fait que si on utilise l'expression pour DE qui est ici, vous voyez que le TDS disparaît avec celui-là. Le PDV disparaît avec celui-là. Donc, il reste juste moins SDT, qui est ce terme-là ici, plus VDP qui est ce terme-là. D'accord? Puis le mu dN qui était là, donc DE, ici, il y a un mu dN, donc plus mu dN. Le DE est parti maintenant. Le TDS est parti. Puis le PDV est parti. Ça va? Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Hein. C'est important de bien relire le cours. Ça n'empêche pas de poser des questions, c'est correct. Bon. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive ici si je garde la pression, je garde la température, puis par exemple, je multiplie le nombre de particules par lambda. Bien, ça va juste être égal à lambda fois G de T, P, N, d'accord? Parce que tout ce que j'ai fait, c'est je garde la même pression, même température, je double le nombre de particules, disons, ben, ça double l'énergie libre de Gibbs. D'accord? J'ai comme un système 2 fois plus grand. Donc maintenant, si je prends la dérivée de ça par rapport à lambda, bon, lambda ici, ça varie, mais n est constant, d'accord? Donc j'ai le droit de multiplier par n, à condition que je multiplie par n ici. Mais la dérivée de g par rapport à cet argument-là ici, c'est égal à quoi? Bien, on peut le lire ici. Vous voyez? Donc, je prends la dérivée ici à P et T constant. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 0. Ce qui veut dire que la dérivée de G par rapport à son argument ici, c'est égal à potentiel chimique. Est-ce que tout le monde voit ça? Alors, si je garde P et T constant, ça ne bouge pas. Puis, qu'est-ce que c'est la DG quand je varie cet argument-là ici? Bien, c'est mu. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai N mu est égal à G. Hein, parce que si je dérive par rapport à lambda ici, ce que ça va faire, c'est me donner 1. Puis ensuite, j'évalue à lambda égale 1. Mais G, c'était quoi? On vient juste de l'écrire. G, c'était égal à E moins TS plus PV. Donc, vous voyez, ici, on a toujours supposé qu'on connaissait le nombre de particules. Donc, si on connaît le nombre de particules, puis on a fait la thermodynamique calculée comme il faut, on peut calculer T, S, PV. Puis, il nous manquait juste une variable mu, mais elle n'est pas indépendante. Vous voyez, elle dépend des autres.
Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde suit? OK, donc là, je vais trouver une autre relation de Gibbs du M. Donc, on a que D de E moins TS plus PV moins mu N est égal à 0. D'accord? Je mets tout du même côté. Donc, ça veut dire que DE moins TDS moins SDT. Ça, c'est le terme qui est ici. Maintenant, plus PDV plus VDP. Moins D mu, N D mu. Est-ce qu'on vous voyez encore, là? Oui. À peine, là, mais bon. Moins N D mu plus mu dN est égal à 0. Donc, je vais faire comme tantôt, je vais remplacer DE par ça ici, OK? Donc, vous voyez que si on remplace DE par l'expression qui est ici, donc le DE, je le remplace par le terme à droite ici. Vous voyez qu'est-ce qui va arriver? Le TDS qui est ici va enlever celui-là. Ensuite, le PDV qui est ici va enlever ça ici, parce que là, ça apparaît avec un signe moins, puis là, ça apparaît avec un signe moins, ça, c'est un signe plus. Et puis le mu dN, donc mu dN, ça va, j'ai un signe plus ici, j'ai un signe moins là, donc ça va disparaître. Donc là, ce que je viens de prouver, c'est que moins S dt plus VDP moins N d mu. Mais ça, c'est intéressant, c'est toutes des variables intensives. Donc, par exemple, si je divise, mettons que je divise tout ça par le volume, hein, ça va me donner quoi? Ça va me donner que dP est égal à N sur V, c'est-à-dire la densité, fois d mu, plus l'entropie par unité de volume, fois dt. Donc, vous voyez, un changement à température constante, un changement de pression, c'est un changement de potentiel chimique. Et vice-versa, à potentiel chimique constant, le changement de pression, c'est un changement de température. Bizarre, hein? Bizarre, mais solide. OK. Donc là, on va faire un petit exercice pour se changer les idées. Donc, je vais vous laisser partir je vais vous diviser en petits groupes. Mais là, commencez par écrire cette relation-là sur une feuille de papier, là, parce que c'est ça dont vous allez vous servir. OK? Donc, si c'est déjà fait, tant mieux. Donc, ma question, ça va être la suivante. On va partir de... attendez un petit peu, j'essaie de me souvenir de ma question.
OK. Donc, vous allez partir de ça. Puis, vous allez me trouver deux relations de Maxwell qui font intervenir des dérivés du volume. D'accord? La question est claire? On a ça. Puis, il faut que vous trouviez deux relations de Maxwell qui font intervenir des dérivés du volume. Donc, je vais vous envoyer en groupe là, pendant, mettons, 4-5 minutes. Et vous allez faire ce petit problème-là.